Bonjour, nous vous proposons une nouvelle série de vidéos sous forme d'échange en 3 parties sur le diabète avec notre invité Dr Corté. Donc nous allons vous parler du diabète de type 1 et de l'insulinothérapie, du diabète de type 2 et les complications dues à la maladie et du diabète gestationnel. Dans un premier temps, je vais rappeler quelques chiffres sur cette pandémie qu'est le diabète. Donc aujourd'hui, il faut savoir que 537 millions de personnes diabétiques dans le monde, 4,5 millions de personnes en France avec une augmentation de 5% par an et 800 000 personnes environ diabétiques qui ignorent leur diabète. Le thème de la vidéo de ce jour est le diabète de type 2 et ses complications dues à la maladie. Le diabète de type 2 touche environ 90% des diabétiques, le plus souvent des personnes avançant en âge, mais de plus en plus de personnes jeunes en sont atteintes. Docteur Corté, pour commencer, qu'est-ce que le diabète de type 2 ? Le diabète de type 2 est une maladie métabolique qui est aussi grave que le diabète de type 1 en termes de complications, et qui est plus inquiétante parce qu'elle frappe beaucoup plus de gens et surtout elle est très sournoise, c'est-à-dire que parfois quand on fait un diagnostic de diabète de type 2, la pathologie existe déjà depuis plusieurs années. C'est pourquoi quand nous médecins on fait un diagnostic ou quand un médecin généraliste nous envoie un patient diagnostiqué diabétique de type 2 depuis peu, on est tenu de faire un bilan cardiaque, ophtalmologique, ce qui n'est pas le cas dans le diabète de type 1 parce que lui, quand il commence à se déclarer, il n'y a pas de complications, c'est brutal. Le diabète de type 2, donc, est une maladie métabolique qui est une maladie de notre civilisation. Voilà. C'est une maladie due aux conditions environnementales, en lien avec les conditions environnementales. C'est-à-dire qu'on mange trop et on ne bouge pas assez, et il y a bien sûr une participation héréditaire. C'est-à-dire que ne fera pas un diabète type 2, il y a certaines personnes qui pourront manger des éclairs au chocolat toute leur vie et ne feront jamais de diabète. Mais l'hérédité fait le lit du diabète de type 2. Quand on a un ou a fortiori 2 parents diabétiques, ou dans sa fratrie des diabétiques, il faut être sûr que le diabète va éclore à quasi 100% des cas. Mais on a des moyens de décaler sa survenue. C'est-à-dire qu'on a... moi je parle de boucs émissaires, c'est-à-dire que les boucs émissaires c'est des gens qu'on rend responsables alors que peut-être ils ne le sont pas vraiment. Mais quand vous avez un diabète de type 2, les 2 boucs émissaires que l'on peut corriger, les choses sur auxquelles on peut s'attaquer sont le surpoids et la sédentarité. Ce sont 2 facteurs qui font que même si quelqu'un a une génétique favorable au diabète de type 2, s'il se met dans les bonnes conditions par rapport au surpoids, et notamment au surpoids abdominal, on y reviendra, avec une activité physique régulière, je ne dis pas qu'il ne sera pas diabétique, mais je dis qu'il peut décaler l'éclosion de ce diabète de manière très intéressante, puisque nous savons que les complications sont en lien avec la durée d'évolution de la maladie. Donc, docteur Corté, quels sont les symptômes du diabète de type 2 et les signes d'alerte ? Eh bien, par opposition au diabète de type 1, le diabète de type 2 n'a pas de symptômes. Moi, il m'arrive souvent quand je vois des patients avec des glycémies élevées qui me sont envoyés par la médecine du travail ou par leur médecin généraliste qui avait fait un bilan annuel de routine ou juste pour vérifier comme il y a un antécédent dans la famille. Mais il n'y a pas vraiment de signes qui font que, comme le diabète de type 1, on peut mettre le doigt sur le jour où on a commencé à boire. C'était l'été, mais j'ai bu beaucoup plus. En septembre, j'ai 4 grammes de diabète, ça fait 3 mois que ça dure. Voilà, je sais quand ça a commencé. Le diabète type 2, on ne peut pas savoir. On peut juste se dire, est-ce que vous avez pris du poids ces derniers temps? Est-ce que vous avez arrêté de fumer ces derniers temps et en prenant du poids? À ce moment-là, le diabète commence avec une insuline qui ne peut plus agir. Le corps résiste à l'insuline. L'insuline est produite, à l'inverse du type 1 où l'insuline n'est plus produite. Dans le type 2, elle est produite, mais les cellules sont gorgées de graisse et l'insuline ne peut plus faire son travail qui consiste à ouvrir la porte entre le sang et les cellules du corps, donc le sucre va s'accumuler. 800 000 diabétiques s'ignorent en France, comment cela est-il possible et comment y remédier ? 800 000 diabétiques seniors en France, c'est possible parce que le taux d'obésité augmente et le diabète de façon proportionnelle, déjà. La sédentarité également. Bon, après, je ne veux pas culpabiliser les gens et attaquer, et incriminer en permanence leur comportement, mais il y a aussi certainement des conditions environnementales avec les pesticides, avec différentes choses qu'on ne maîtrise pas vraiment.
Il n'y a pas de cause infectieuse ou virale qui a pu être évoquée pour diabète type 2 comme ça l'a été pour le type 1 par exemple. Comment y remédier ? Moi personnellement, mon travail, une fois que les gens sont malades, évidemment c'est mon travail de les soigner, j'essaye de faire ça du mieux que je peux, mais moi j'estime que mon travail est plutôt de faire de la prévention. Donc je pense que la meilleure des façons, c'est la prévention. Et la prévention, c'est l'éducation des enfants dans les écoles, c'est de prendre en charge des parents qui ont un surpoids de manière à leur inculquer des bonnes pratiques en termes d'hygiène alimentaire qu'ils pourront transmettre à leurs enfants, des bonnes pratiques en termes d'activité physique. Et la prévention, c'est la base de l'idée qui consiste à diminuer le nombre de diabétiques de type 2 parce qu'il croît de manière exponentielle au prorata de l'obésité et du surpoids. Est-ce qu'un dépistage systématique par une glycémie après 40 ans et tous les ans ne serait-il pas une réponse à ce problème ? Ben, je pense que c'est fait. Moi, beaucoup de personnes font un bilan annuel chez leur médecin traitant et la glycémie en fait partie. Hein. Mais quand je dis la prévention... Mais systématique, vous voyez ? Oui, ben, il y a beaucoup de gens qui font des bilans systématiques, mais beaucoup de médecins généralistes vont avoir des glycémies à 1,06 ou 1,07 ou 1,12 et ils vont dire c'est rien. Alors que c'est là où il faut intervenir en termes de prévention, parce que entre 1 gramme, enfin 0 et quelques, et 1 gramme 10, on est considéré normal. Alors que le prédiabète, c'est-à-dire la pathologie qui précède le diabète, le syndrome métabolique, enfin un élément du syndrome métabolique, c'est entre 1,10 et 1,26. On ne parle de diabète patent qu'à 1,26. Donc en dessous d'1,26, il y a tout un panel de gens pour lesquels la prévention serait extrêmement utile afin d'éviter ou de retarder l'éclosion d'un diabète et de ses complications qui ont un coût énorme. Oui. La maladie est souvent mal gérée par le patient. Ils confondent glycémie et hémoglobine glyquée. Et souvent, ils ne savent pas ce qu'est l'hémoglobine glyquée. Il y a un manque d'information qui peut être dû à la non-connaissance de la maladie. Pouvez-vous nous expliquer l'importance de connaître son hémoglobine glyquée et les pourcentages pour l'équilibre du diabète ? Pour les patients qui écoutent, c'est très simple. La glycémie, c'est au moment où on fait la prise de sang, c'est une photo. Au moment où on vous fait la prise de sang, vous avez ce taux-là. Et par comparaison, l'hémoglobine glyquée, c'est le film des 3 mois passés. Ça veut dire que ça regroupe toutes les glycémies des 3 mois qui se sont écoulés. D'accord ? La moyenne idéale de la glyquée chez un patient diabétique, le sujet non diabétique a une glyquée entre 4 et 6. On considère qu'un diabétique est bien équilibré à partir en dessous de 7, quoi. Ça dépend de l'âge. Il y a aussi le centrage sur le patient. Hein. Quand on voit un patient de 80 ans qui a des problèmes de santé importants, on ne va pas exiger qu'il ait 7 de glyquée. On peut aller jusqu'à 8 ou 8,2 parce qu'on va lui permettre d'avoir des glycémies un petit peu plus hautes parce que, compte tenu de son état, souvent les hypoglycémies seraient délétères. Donc l'objectif d'hémoglobine glyquée doit être fixé par le médecin en accord avec le patient et à ce moment-là, on se fixe des objectifs. C'est exactement pour les objectifs pareil que pour les objectifs de glycémie. Les patients vont se surveiller le sucre au bout du doigt. La plupart d'entre eux font ça sans aucun intérêt, c'est-à-dire qu'ils se piquent le matin, s'ils sont bas, ils vont manger une enchilada au marché, et s'ils sont hauts, ils vont pas le manger. Donc je pense qu'il faut les éduquer sur des objectifs à plusieurs moments de la journée. Moi, je conseille à mes diabétiques de type 2 qui sont sous traitement non insulinique de se piquer 3 fois par semaine, mais jamais à la même heure, un jour à jeun, un jour à 14h et un jour avant le dîner. Et je leur fixe par écrit les objectifs que je veux à ce moment-là. Et si les objectifs ne sont pas atteints, on en discute ensemble. Si on n'a pas l'objectif après le repas, on remet en cause le repas. Si on n'a pas l'objectif à 17h, je remets en cause mon traitement. Si on n'a pas l'objectif à jeun, est-ce qu'il a bien pris ses médicaments ? Il y a toute une discussion qui se fait, mais centrée sur le patient. Si c'est pas centré sur le patient, si c'est pas en accord avec lui, on n'obtient rien. Il est prouvé que au bout d'1 an, les gens ils arrêtent la moitié de leur traitement. Donc si vous ne leur expliquez pas pourquoi ils les prennent, à quel niveau ils agissent, ils pensent que la glycémie à jeun, si ma glycémie à jeun est bonne, tout va bien. Mais il faut qu'ils comprennent que la glycémie à jeun, elle n'a rien à voir avec le dîner. Très peu de choses.
le dîner il est digéré et autre que digéré à 2 heures du matin. Hein. Donc la glycémie à jeun, elle est le reflet d'une production de sucre par notre foie dont le but est d'approvisionner notre cerveau qui kiffe grave le sucre, comme disent les jeunes, et qui ne sait pas le fabriquer. Donc il faut lui amener sur un plateau. Et le foie, à partir de 2 ou 3 heures du matin, quand le repas est assimilé, va cracher, entre guillemets, à partir de sa réserve en glycogène du sucre qui va faire approvisionner notre cerveau. On le voit très bien quand les patients me disent « mon appareil ne marche pas, j'ai fait mon dextro à la maison, j'avais 1,10 g, je suis allé au labo, j'ai 1,40 g. » Oui, parce que 1,10 g, tu es allé au labo, tu étais à jeun, mais tu as pris ta voiture, tu es allé au labo, tu as attendu, et tu es allé à la maison, tu étais à jeun, et après, le foie, il a continué à donner du sucre puisque le jeûne se continue. Ça s'appelle le phénomène de l'aube. Donc, cette glycémie à jeun, elle nous donne un renseignement, mais pas complètement. La glycémie 2 heures après repas est également très utile, aussi bien pour que le patient remette en question son alimentation et la composition de son repas sur laquelle on insiste à chaque consultation, que moi je remette en cause mon traitement si on n'est pas dans les clous qu'on s'est fixés au départ. Docteur Corté, quelles sont les conséquences du diabète de type 2 non équilibré? À quel moment, à quel pourcentage de glyquée on peut se dire attention? Je pense que c'est pas tant le pourcentage de glyquée qui est en cause, mais c'est le temps durant lequel notre organisme est exposé à une hyperglycémie chronique. Ça veut dire que c'est pas parce que sur 3 mois après l'été ou après les fêtes, vous avez une glyquée qui est montée à 8,2 que c'est la catastrophe. Pas du tout. C'est juste que si vous restez des années avec une moyenne à 2 grammes, ce qui correspond à une glyquée à 8, 2,05 à peu près, là oui, nous aurons des complications, essentiellement sur les vaisseaux, les micro-vaisseaux, les tout petits vaisseaux, ce qui va donner les complications au niveau des yeux, ça s'appelle la rétinopathie diabétique, ce qui explique qu'un fond d'œil annuel est nécessaire. Et un fond d'œil doit être fait dès le diagnostic parce qu'on ne sait pas depuis quand évolue la maladie chez un diabétique type 2. Les deuxièmes micro-vaisseaux sont au niveau du rein, la néphropathie diabétique. Il y a la neuropathie diabétique qui va atteindre les petits vaisseaux de nos nerfs, pouvant donner des troubles divers et variés avec des sensations bizarres dans les jambes, de fourmillement ou de jambes froides ou d'eau qui coule ou de crampes ou de machin. C'est la neuropathie diabétique qui peut aussi s'accompagner d'une insensibilité, ce qui veut dire qu'il faut être très vigilant quand les patients ont une neuropathie avec un soin des pieds régulier pour éviter les plaies, parce qu'il y a des patients qui peuvent ne pas sentir ne serait-ce qu'un repli dans leur semelle ou un bouton qui est tombé dans une chaussure de leur veste, et ils peuvent avoir des problèmes avec ça. Et les gros vaisseaux, alors là, c'est une pathologie qui n'est pas spécifique du diabète, la microangiopathie, oui, mais les gros vaisseaux, on entend parler de ça pour tous les patients qui sont athéromateux, c'est les infarctus, c'est les AVC, c'est les artères des jambes qui se bouchent avec l'artérite. Tout ça n'est pas très encourageant, mais bon, il faut le dire, il n'y a pas de fatalité. Je veux dire, à un moment donné, même s'il y a une certaine injustice, il y a des patients qui ont des complications alors que peut-être ils pensaient avoir fait tout ce qu'il fallait. Plus le corps est exposé à une hyperglycémie chronique, plus on a de complications. Si vous avez un diabète bien équilibré avec une glycée en dessous de 7 la majorité du temps, il n'y a pas de complications. Il faut un peu couper le cou à toutes ces notions un peu culpabilisantes. C'était comme quand on parlait la dernière fois du diabète type 1, où on disait que les diabétiques ne pouvaient plus faire de jeûne, ne pouvaient plus pas manger, là c'est pas possible. Un diabète type 2, il peut faire des excès, mais il doit savoir que son problème c'est de régulariser son poids et d'avoir une activité physique régulière pour maîtriser sa glycémie. Ah oui, ça on a très bien compris, c'est primordial. Docteur Corté, on voit de plus en plus la maladie du foie gras ou la NASH. Voilà, si vous pouvez nous en dire. Bien sûr. La NASH, c'est une maladie qui n'était pas connue il y a 30 ans. On n'a pas appris ça pendant nos études. La NASH veut dire non-alcoolique, stéato-hépatitique. Non-alcoolique, donc hépatite non-alcoolique, et stéato, ça veut dire graisse. Donc c'est une maladie qui ressemble à une hépatite, mais en fait qui n'est pas due à l'alcool. C'est une maladie que l'on voit de plus en plus depuis 30 ans et qui existe dans 60% des cas des diabétiques, chez les patients diabétiques type 2. Quelle est la cause de cette maladie ? C'est toujours pareil, c'est la malbouffe, c'est la sédentarité et c'est le type même de la maladie qui doit faire l'objet d'une prévention drastique. Parce que
Elle peut évoluer dans une petite proportion de cas, certes, mais vers des maladies du foie beaucoup plus graves, parfois la cirrhose, parfois le cancer du foie. Il y a différents stades. Le stade de la stéatose, c'est de la graisse sur le foie. On le voit chez des patients quand on mesure leur tour de taille. Ils ont un tour de taille qui dépasse un certain chiffre qu'on se fixe, 188, je ne sais plus les chiffres. Et à ce moment-là, on fait faire une échographie abdominale et on voit que le foie est enrobé de graisse. Le foie est un organe qui n'a aucune terminaison nerveuse, il ne fait jamais mal. Ce qui peut faire mal, c'est quand il est très gros et que sa membrane est tendue, son aponévrose est tendue. Donc, on est démuni devant le diagnostic de cette maladie. C'est le dosage des transaminases, et notamment les alates, qui, elles, montent très précocement et qui montrent déjà une petite souffrance de l'hépatocyte. L'hépatocyte, c'est la cellule du foie. Le foie est un organe absolument merveilleux. On peut vivre avec uniquement un tiers de son foie. Donc ça veut dire qu'il est quand même très costaud. Et il fait à peu près 500 réactions tous les jours, le foie. Mais si on le surcharge avec de la graisse en particulier, un beau jour, il va dire, ben voilà, mes cellules vont éclater. C'est là où elles vont libérer des alates qui vont monter dans le sang, les transaminases vont monter, et là on commence à s'inquiéter. Et il va dire, ben voilà, maintenant moi je fais plus que 250 trucs parce que vous m'en demandiez trop, je peux plus. Voilà. Donc, et stéatose, ça nous rapporte à la graisse, bien sûr. Mais je voudrais quand même préciser quelque chose, c'est que cette stéatose, on a diabolisé la graisse pendant des années en disant que c'était elle qui faisait du mal, mais la stéatose hépatique, elle vient pas du tout de la consommation de graisse, elle vient de la consommation de sucre. Le sucre, le saccharose que vous trouvez dans le sucre que vous prenez dans votre café, que vous trouvez dans le pain blanc est un poison pour la stéatose. Il a 50% de sucre. Les fruits, le fructose est un sucre qui donne énormément de travail à notre foie. Et notre foie, il a plein de rôles. Son premier rôle, une fois que vous mangez du sucre, et votre sucre il va aller dans votre estomac, et votre glycémie va monter, évidemment. La glycémie monte, et le pancréas, il va avoir une petite sonnette qui va lui dire « ting ting, la glycémie est montée, ce type il n'est pas diabétique, il faut que tu fasses partir le sucre ». Donc le pancréas, il va donner une certaine quantité d'insuline, il va en donner 10 ou 12 unités par exemple, pour ouvrir une porte qui est entre le sang et les cellules. Et le sucre rentre dans les cellules, et la glycémie revient à la normale. C'est tout à fait ce qui se passe. Si vous augmentez votre quantité de sucre, et que vous continuez à en manger beaucoup plus que de raison, les organes, ils n'en ont plus besoin, donc l'insuline a comme rôle de la mettre en réserve dans le foie. Donc c'est aussi un travail de l'insuline, de prendre ce sucre, de l'enfiler comme des petites perles pour faire des colliers de sucre, ça fait du glycogène, qui est en réserve dans notre foie. Et quand on a une période de jeûne, un effort plus important, on le voit bien chez les sportifs, le foie, pour la production de sucre dans la deuxième partie de nuit, il va relarguer ses réserves de glycogène de manière à ce que nos organes vitaux ne manquent pas de leur carburant principal qu'est le sucre. Une fois que le foie a atteint ses limites en glycogène, en termes de poids par exemple, 40% de son poids en glycogène, on continue à manger du sucre, et bien à ce moment-là, l'insuline va transformer ce sucre que vous mangez en gras. Et il reste dans le foie, parce qu'il ne peut plus partir de là. Donc prenez l'exemple d'un adolescent, comme on en voit, voilà, il va manger le matin des céréales avec un jus d'orange, c'est du sucre. Boum, insuline. À 10h du matin, il va prendre un croissant à l'école ou un pain au chocolat. Boum, encore insuline. À midi, il est à la cantine, il va manger des pâtes avec du pain et puis du pain et un fruit. Boum, redosette d'insuline. À 4h, il rentre chez lui, il va prendre 2 tartines avec du Nutella. Ça revient encore, donc il est en hyperinsulinisme constant. On est en hyperinsulinisme constant. Et au dîner, sa maman, comme elle ne sait pas ce qu'il a mangé à la cantine, elle va lui faire une quiche Lorraine avec de la purée ou j'en sais rien quoi, et ça repart. Donc il est en permanence en train de produire de l'insuline. Cette insuline, au bout du compte, va faire en sorte que tout ce sucre qu'il mange va aller dans son foie et accumuler de la graisse sur le foie. C'est la stéatose hépatique à un stade de début, mais qui peut évoluer vers des pathologies beaucoup plus graves si on n'y prend pas garde, et il n'y a aucun traitement, mis à part la prévention avec une perte de poids, un arrêt du sucre, qui est un serial killer, et une activité physique régulière. Notre échange touche à sa fin. Merci Dr Corté. Merci à vous. Pour toutes ces informations intéressantes.